Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des Changers. Je suis Fabien Bonnet, le cofondateur avec Marina Bonzon du cabinet Changers. Le podcast des Changers, c'est 45 minutes ou plus au rythme de nos rencontres où j'interviewe des acteurs du changement, des personnalités atypiques, des chefs d'entreprise, des artistes qui ont subi, vécu, voulu opérer un changement majeur dans leur vie personnelle ou dans leur activité professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Barba. Bonjour Catherine. Bonjour Fabien. Alors, le grand public t'a découvert dans l'émission Qui veut être mon associé diffusée sur M6, mais le microcosme de l'Internet français te connaît bien puisque tu as été très jeune la directrice générale d'e-France, revendue à Vivendi, puis tu es devenue entrepreneuse en te lançant dans le cashback avec Cashstore, ça a duré 7 ans. Tu as ensuite créé Malinéa, un cabinet de conseil en business que tu revendras à vente privée. Et en 2015, c'est le départ pour New York avec mari et enfants où tu lances ta troisième entreprise, le Peps Lab, une sorte d'observatoire de l'activité e-commerce. Alors, je ne serais pas complet si je ne mentionnais pas que tu es chevalier de l'Ordre national du mérite, de la Légion d'honneur, oh là là. C'est pas mal, hein, et que tu as été distinguée femme en or en 2011. Bon, c'est complet comme résumé. J'ai plein de, tu sais, j'ai l'impression que c'est les gens qui vont mourir, on leur donne plein de distinctions. J'ai eu plein de distinctions et que je méritais pas d'ailleurs. Alors, comme tu le sais, l'idée dans ce podcast, c'est d'identifier avec nos invités quels leviers ils ont actionnés, quelles ressources ils ont utilisées, quelles croyances ils ont dû abandonner pour opérer le changement, pour rebondir et pour changer leur vie. Bon, en ce qui te concerne, ça en fait quand même des changements de vie. Peut-être on va commencer par le commencement. Moi, j'ai une première question toute bête. Très bon élève, tu fais de belles classes préparatoires. Ensuite, tu fais une école de commerce, pas la moindre, puisque c'est ESCP Europe. Et là, tu arrives chez OMD, une agence média, mais pas pour faire de la pub classiquement. Tu y arrives pour développer ce qui n'existait quasiment pas encore, qui est Internet, hein, c'est ça ? C'est ça, c'était une e-chose à peine naissante. On est en 96, il y a 120 000 internautes en France et la pub en ligne n'existe pas. Et comment tu as eu un flash quand tu faisais tes études ? Comment tu arrives là, sur ce truc qui n'existe pas ? Je pense que j'ai toujours, mais comme toi, sûrement, je suis quelqu'un de curieux. Tu vois, j'aime ce que je ne connais pas, j'aime apprendre, j'aime explorer. On pourrait peut-être essayer de comprendre ensemble d'où ça vient. Ouais. Mais à cette époque-là, Internet, c'est mystérieux pour moi. Les gens commencent à en parler. J'ai fait un stage à New York pendant plusieurs mois en 1995. Tout le monde commence à en parler. Ça m'intéresse. J'ai envie de participer à cette nouvelle aventure. Tu vois, et je suis en école, je ne sais pas ce que je vais faire comme boulot, c'est l'horreur. J'ai aucune idée, en fait. Il n'y a rien qui me plaît. Je ne savais pas à l'époque qu'on pouvait être entrepreneur. Tu vois, les figures tutélaires de l'école de commerce, c'était des grands dirigeants de grandes entreprises. Et moi, ça ne me faisait pas rêver, mais j'avais l'impression que c'était le seul chemin, quoi. Et comment tu arrives chez OMD je trouve dans le Télérama un concours qui me sert de mémoire de fin d'études, parce que ça m'a donné la lumière. C'était l'arrivée d'Internet en France et son impact sur la lecture de la presse. Et je trouve le sujet génial. Et je commence à creuser, à travailler, à me passionner, à rencontrer les 2-3 personnes qui sont sur Internet à l'époque. Et je rends ce concours et je gagne le premier prix. Et il se trouve que la présidente du jury, c'était Viviane Pratt, qui était à l'époque la présidente d'OMD, du groupe Omnicom. Elle me dit, dis donc, nous, Internet, on n'y connaît rien. En revanche, si vous avez l'air débrouillarde, ça vous dirait de développer l'activité d'achat d'espace chez nous sur Internet. Et c'est parti comme ça. Ouais, et là, pour ta communauté d'amis, tes parents, ils comprennent le sujet ou... Mes parents me disent, mais qu'est-ce qu'on a raté avec ta mère ? Qu'est-ce que tu fais ? Nous, on voulait que tu fasses carrière à la BNP. Oui, bien sûr. Que je trouve formidable, d'ailleurs. Non, mais ce n'était pas du tout mon karma. Et donc... Non, mais je pense que mes parents, c'était un peu leur faute aussi quand même, et mes amis aussi, parce que je me rends compte que cette capacité, tu vois, à embrasser des choses nouvelles, à aller vers l'inconnu et à vouloir le changement, parce que je le veux, j'aime ça vient évidemment de mon histoire personnelle et de la façon dont j'ai été élevée et de tout l'amour dont j'ai été entourée. J'ai de la chance d'être une enfant. Enfin, j'ai de la chance, en fait. Hein. J'ai beaucoup d'amour dans ma vie. Ouais, là ce qui est pas mal, c'est que tu es dans une position où tu vas expliquer quelque chose qui n'existe pas
à des gens qui ne le connaissent pas. Donc, tu es Bien très sûr, jeune. mais oui, Il y a une mais évangélisation. parce que à la fois, j'ai beaucoup d'enthousiasme pour ce que je ne connais pas. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de transmettre. Et puis surtout, Fabien, je n'ai pas peur. Ça, c'est une grande caractéristique, je crois, des gens qui aiment le changement et qui transmettent ce goût du changement. C'est comment est-ce que tu arrives, tu sais, c'est cette fameuse question de Facebook, que feriez-vous si vous n'aviez pas peur ? Et moi, je parlais d'amour et ça avait l'air peut-être anecdotique, mais je pense que ce soit tes parents, tes amis, ton mari, ta femme, enfin les gens dont tu t'entoures, qui te tricotent ce rempart qui fait que tu peux te tromper, tu peux échouer, mais c'est pas grave parce que tu es inconditionnellement aimé. Et pour moi, c'est quelque chose qui est un grand moteur dans ma vie. J'aime pas me tromper comme tout le monde, mais ce n'est pas grave. Donc cette peur ça me donne une audace qui fait que, et donc ce sont mes amis, ma famille qui me la donnent, tu vois. Ouais. Et tes clients qui voient une très jeune femme arriver, leur expliquer quelque chose qu'ils ne connaissent pas, donc potentiellement ils ont peur. C'est quoi les éléments de réassurance que tu leur donnes ? En fait, ils ont envie. Moi, j'ai compris quand il y a ton client, tu vas lui parler d'Internet, il faut à la fois le rassurer et lui donner envie. Ça, c'est les deux jambes toujours dans la vie, si tu veux faire passer un message. Donc, rassurer, non, quand on est jeune ou qu'on n'a pas d'expérience, c'est difficile. En revanche, donner envie, je pense que je jouais beaucoup sur cette corde-là. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau, c'est un nouveau support de communication, vous allez... tu vois, c'est tout un monde qui s'ouvre. Et puis je le faisais avec beaucoup d'élan et d'énergie, qui est aussi ma marque de fabrique. Et je pense que c'est ce qui fait que les clients de l'agence, qui à l'époque communiquaient en presse, affichage, radio, télé, se sont dit, tiens, c'est Internet. Bon, ils regardaient ça un peu, c'était epsilonesque de toute façon, les investissements qu'on faisait en ligne à l'époque et les retours qu'on avait. Mais je pense que j'arrivais à les embarquer de façon ludique. Ça marche toujours mieux quand on injecte du ludique dans ce qu'on transmet. Et là, tu as un client un peu particulier, c'est Marc Simoncini, qui vient de créer iFrance, c'est ça ? Oui, en fait, c'est plutôt Sony. C'était Sony, figure-toi, qui fait une campagne et je lui recommande le site iFrance. D'accord. Parce que c'était à l'époque un site du top 10 de l'e-commerce, enfin même de l'Internet français, qui avait beaucoup d'audience. C'était, tu sais, personne ne sait, si les auditeurs sont jeunes, ils ne savent même plus, c'est des temps immémoriaux. C'était l'ancêtre des blogs, enfin on hébergeait des pages perso, donc c'était un hébergeur européen. Et donc, les gens qui produisaient du contenu, et il y en avait beaucoup, on commercialisait leur page, en fait. Donc, c'était un espace à acheter. Et Sony, j'avais vendu une campagne d'un montant très significatif à l'époque. Et pour me remercier, le patron de iFrance me rencontre. Bah oui. Et à l'issue de la rencontre, eh bien, je repars et j'ai une proposition pour devenir directrice générale de iFrance. Qu'est-ce qui l'a convaincu ? Je sais pas. Mais si. Je sais pas. Je pense que tu vois, c'est comme toi, j'imagine, et tous les gens qui nous écoutent. Là, ta vie est professionnelle, mais ta vie en général, c'est la chance des rencontres. Tu croises des gens et ils t'emmènent là où tu pensais jamais aller. Ils ont plus confiance en toi que toi-même. Et ils pensent que tu es capable et c'est comme un parent en fait, c'est ce qu'on essaye de faire avec nos enfants. Mais là c'est énorme parce qu'ils te proposent la direction générale d'iFrance, c'est ça ? Oui, c'est ça en fait, parce que l'idée c'était de développer une nouvelle source de revenus publicitaires, parce que en fait les publicités à l'époque sur iFrance, c'était pas la source principale de revenus. La première source de revenus, c'était les utilisateurs qui payaient, tu vois, pour s'abonner et pour ne pas avoir de pub précisément. Donc l'idée, c'était de dire comment est-ce qu'on peut continuer à développer une audience large, gratuite, et qu'on va pouvoir monétiser par la pub. Et moi, j'avais travaillé pendant 3 ans en agence média, je connaissais les annonceurs, je savais parler du sujet. Il s'est dit, il a de l'expérience. Donc c'est qui l'a convaincu. En fait, tu es arrivé avec un nouveau métier pour eux. Oui, j'étais la bonne personne pour développer une nouvelle source de revenus. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et là, je connais ta réponse, mais là, tu n'as pas eu peur ?
Tu donnes ta démission d'OMD. En fait, tu sais, ce qui m'a fait peur à l'époque, c'est que j'étais très attachée affectivement à cette entreprise. On a toujours beaucoup de tendresse pour ses débuts. Je ne sais pas où toi tu as commencé à travailler. Où dans la pub, chez BDDP. Tu vois, oui. À l'époque, moi, je ne comprenais rien des DB, BDDP, CLM, BBDO. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils disent ? Et en fait, moi, c'était des gens qui étaient tous assez bienveillants. J'étais un peu, tu vois, en plus, je travaillais, j'ai eu une équipe assez vite de 10, 20, 30, 40 personnes et on travaillait jusqu'à pas d'heure. On était les employés clandestins, quoi, tu vois. Et en fait, il y avait une sorte il y avait beaucoup de tendresse autour de cette équipe et de bienveillance de la part d'OMD. Donc, quand je suis partie, ce qui m'a fait le plus peur, c'était de leur dire que je partais. Ça m'a fendu le cœur, en fait, tu vois. Et donc, Viviane Pratt, à l'époque, avait voulu rencontrer Marc pour s'assurer que je serais bien traitée. Oh, c'est mignon. C'était vraiment, tu vois, il y avait cette dimension affective qui était forte. Après, si, j'étais morte de trouille parce que je savais absolument pas ce que faisait e-France, j'avais pas compris. Et en plus, on m'avait dit, on va faire une introduction en bourse. Enfin, c'était que des choses que je ne connaissais pas. Mais la seule chose à laquelle je m'accrochais, c'était, je vais apprendre. Et ça, c'est mon moteur dans la vie. Et 2, ce sont les bonnes personnes. Si je les copie, si je les suis, j'irai forcément quelque part. Et puis, si je ne sais pas, je dirais que je ne sais pas, quoi. Ouais. Et alors, là, tu arrives au bout d'un an et demi, c'est la bulle Internet qui commence à exploser dans tous les sens. Ah non, elle explose au bout de 3 mois. Moi, je suis arrivée et au bout de 3 mois, ça a été la vente et 3 mois et 2 jours après, l'explosion de la bulle. Enfin, tout s'est précipité. Et tu te rassures comment ? En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que la vente a précédé la bulle. Donc, ça veut dire que moi qui n'avais aucun mérite et qui arrivais là, je n'avais pas contribué à créer la valeur de l'entreprise, je gagne quand même de l'argent. Ouais. Donc ça rassure, hein, c'est sûr. Ça permet de tenir dans la période difficile. Ça donne une assise et je me disais, je vais pouvoir... surtout, je m'étais dit, je vais pouvoir créer mon entreprise, en fait. Ah, tu savais déjà ça en tête ? En fait, je pense que ça a été un déclencheur. Le fait d'avoir une assise financière solide, je me suis dit, j'ai rien à perdre. C'est pas grave si je me plante, je retournerai travailler en entreprise et puis j'ai un petit matelas et puis je peux voir venir. Donc, je pense que c'est ça a été... je ne sais pas aujourd'hui si j'aurais franchi le pas, si j'avais pas eu... tu vois, cette sécurité financière. Oui, enfin, tu aurais pu t'acheter un appart et trouver un job. C'est ce que j'ai fait. Oui, en plus. Donc, c'était une belle vente. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est... tu me dis, tiens, tu avais déjà envie. Mais bien sûr, tu sais, moi, je crois beaucoup en l'exemplarité. Les gens avec qui tu travailles, tu leur transmets ton état d'esprit, tes envies, ton audace. Et moi, j'avais passé toutes ces années avec Marc et son associé de l'époque, Thierry de Passemar, des mentors qui étaient mes mentors. Et vraiment, ce sont des gens pour qui je serai toujours reconnaissante. Parce qu'en fait, si tu vois, je repense à mon histoire familiale qui m'a montré qu'en fait qui m'ont donné de la curiosité et de l'audace. Eux, ils m'ont appris à exécuter mon idée. Tu as une idée, tu l'exécutes. En plus, tu peux la monétiser. Potentiellement, tu peux gagner de l'argent. C'est possible. Tu vois, j'ai eu des modèles. Ouais. Tu avais une famille tu avais des entrepreneurs dans la famille ? Pas du tout. Alors moi, je suis d'une famille extrêmement modeste, tu vois, et mes grands-parents ont fui la guerre d'Espagne pour s'installer en France, enfin ma grand-mère. Et donc, ce que mon histoire personnelle m'apprend, c'est qu'on n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on fait. On ne possédait rien du tout, il fallait tout laisser et l'avenir était devant, pas derrière. Quand tu quittes ça un c'est pays, vraiment c'est dans très la culture familiale, on a vraiment ça, on sait que... nous on n'avait rien, donc il faut forcément s'adapter. Tu vois, je repense à ma grand-mère qui parlait pas français, qui était couturière, qui faisait des ménages, qui élevait des enfants et... qui parlaient pas, qui ont appris à parler français, tu vois, mais c'est fou. Donc moi, je n'oublie pas d'où je viens, tu vois, et je me dis quand j'ai des petits coups de mou, c'est difficile. Je dis attends, qu'est-ce qu'elle dirait ta grand-mère, t'as pas honte? C'est ça, ouais. Tu vois, on a beaucoup de chance. Donc ça m'a donné une force, mais surtout ça fait de moi, cette capacité à s'adapter, c'est vraiment intrinsèque. Mais après, il faut pouvoir l'exécuter, il faut pouvoir l'ancrer dans ton présent. Et le fait d'avoir eu des mentors, et ça, je le souhaite à tout le monde d'en avoir. Je ne sais pas si tu en as, toi.
J'en ai, mais des mentors éloignés, pas des mentors proches. J'ai presque des mentors qui sont devenus des mentors après, où j'ai compris que ça avait été des mentors. Voilà, Ouais, parce qu'il n'y avait pas forcément de proximité affective ou amicale, mais j'ai compris qu'ils avaient durablement influencé ma vie. bien sûr. Et tu vois, je pense que c'est très important parce que ce sont des passeurs de confiance. Et puis, ils te mettent des coups de pied aux fesses aussi, tu vois. Donc, moi, j'ai eu cette chance d'en avoir. Marc l'a été malgré lui, parce que c'était pas son ambition. Thierry, qui était son associé, l'est toujours pour moi aujourd'hui. Il m'a tout appris. Il m'a appris à vendre, à être une bonne vendeuse, à structurer ma pensée, à être forte, en fait. Tu vois, et puis surtout à créer des entreprises. Et là, donc, vous êtes racheté par Vivendi. Tu restes un peu dans la galaxie Vivendi? Oui, c'est ça. Tu sais, les rachats, c'est drôle parce que c'est toujours ce à quoi tu aspires, puisque c'est l'aboutissement de ton travail. Ouais. Hein. Et quand ça arrive, c'est horrible. C'est difficile parce que c'est pas. Enfin, ça dépend. Peut-être qu'il y a des entreprises, certaines savent le faire. Tu vois, la greffe prend et elles savent intégrer les énergies. C'est comme deux cultures qui se rencontrent et qui sont très éloignées, hein, les grandes entreprises et les startups. Mais donc, c'est souvent une souffrance. En général, tu fais en sorte que le temps de la passation se fasse le plus vite possible. Et tu commences déjà là à te dire c'est bon, je passe le pas, je crée ma structure. En fait, l'idée, je l'ai inconsciemment depuis rien qu'à voir faire des entrepreneurs de cette immense qualité. Tu vois, je me dis moi je veux être Marc, je veux faire comme lui. Tu vois. Et donc, ça m'inspire, mais je ne sais pas ce que je vais faire. En revanche, je sais qu'on est donc au début des années 2000. L'e-commerce est vraiment à peine naissant aussi. Il y a ces angoisses de mettre sa carte bancaire en ligne. Les gens Puis surtout, un site e-commerce, il te faut une demi-journée de RTT pour laisser charger la page, la homepage, parce que c'est très, très lent. Les modems sont pourris. Enfin, donc, je me dis, l'e-commerce, je baigne dedans, je connais les e-commerçants, je connais même les gens du retail qui très, très modérément se mettent en ligne. Et peu à peu naît l'idée de qu'est-ce que je pourrais faire pour encourager l'e-commerce ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour... C'est génial d'acheter en ligne. Qu'est-ce que je pourrais faire pour donner confiance aux Français ? D'accord, dans l'achat en ligne. Ouais. Et donc là, j'ai commencé par écrire un livre. Achat en ligne, même pas peur. Parce que je me suis dit, ça va faire parler de nous. Ça, j'avais raté le livre. Ouais, achat en ligne, même pas peur. Et donc, c'est pour donner 2-3 types, etc. Et je me dis, mais comment aller plus loin, tu vois, au-delà de l'information ? Je vais essayer de créer un service où tu vas être incité à acheter en ligne. Et qu'est-ce qui m'incite ? C'est quoi la meilleure carotte dans la vie ? L'argent, bien sûr. Donc, si je donnais de l'argent aux gens pour acheter en ligne, je regarde si ça existe aux États-Unis, ça s'appelle le cashback, ça existe. Je comprends que c'est pas de la magie, hein, c'est un système d'affiliation. Les marchands chez qui tu envoies des visiteurs et qui se transforment en acheteurs te payent une commission et toi, au lieu de garder 100% de cette commission, tu la partages avec l'acheteur. Donc, lui, il gagne du cashback. Et petit à petit, l'idée fait son chemin et j'en parle à quelqu'un qui sait très bien gérer la tech, quelqu'un qui sait très bien faire du marketing, une autre personne qui fait bien la finance et on part. Ouais, donc, c'est vraiment c'est la conjonction de... Tu sais, souvent, les gens se fantasment sur l'idée. Oh, mais j'ai pas d'idée. En fait, je pense pas qu'il faille avoir des idées. Il faut regarder. Il faut donc là, tu as analysé le marché que tu connaissais par ailleurs bien, mais tu as quand même dépassé quelque chose parce que tu as créé ou recréé en France un modèle qui était référent. Oui. Les gens te suivent facilement sur cette aventure, le financier qui vient avec toi, le tech en fait, qui vient avec toi. Comme j'avais gagné de l'argent avec e-France, je pouvais financer mon entreprise. Et puis alors à l'époque, autant te dire que les levées de fonds, ça n'existait pas. Enfin, je savais même pas que c'était possible. Tu vois, je vais juste voir mes mentors et pour dire vous voulez pas me soutenir, ça. Mais c'est epsilonesque quoi. Puis ils me disent c'est quoi ce truc de cashback ? Ah oui, non, c'est même pas... ouais, c'est une bonne idée. Non, pas du tout. Tu vois, c'est quoi ce bar tabac qui fait réveillon que tu vas nous développer, là authentique. Et en fait, je m'en fiche, c'était mon histoire. Ok, ça te freine pas. Ça te freine pas. Pas du tout. En fait, tu sais, c'est comme tout dans la vie. Quand tu es...
Quand tu es convaincu il faut que tu le fasses, parce que c'est ton histoire, on peut te décourager, on peut te dire mais il va falloir que tu trouves un commissaire aux comptes, il va falloir que tu trouves une banque, et puis ok, je vais essayer. C'était mon histoire, tu vois. Je commençais à réaliser que ma seule façon de résoudre l'angoisse du monde, c'était l'action, et l'action entrepreneuriale. J'avais envie de créer. Et c'est à peu près à ce même moment que j'ai retrouvé un devoir de CM2 que j'ai même partagé sur LinkedIn, tu le retrouveras peut-être, et où c'était en 83. Et on me disait, va le chercher, on va le mettre en référence. Ouais, va le. C'était quand je serai grande, je ferai 3 petits points. Et ma réponse, c'était quand je serai grande, je créerai une société d'informatique. Tu vois, j'avais oublié en fait que j'avais peut-être cette envie en moi. Donc, c'était pas une option, c'était une nécessité. D'accord. Donc, tu as la nécessité. L'idée, finalement, elle vient parce que tu es bosseuse, donc tu as analysé le marché. Et puis, je regarde. C'est pas que je suis bosseuse, c'est que je suis curieuse. C'est que je regarde. D'accord. Moi, ce que je conseille à des gens qui se disent j'aimerais tellement être indépendant, j'en ai marre d'être salarié, mais j'ose pas parce que, d'abord, il y a la question de précarité, mais il y a aussi, j'ai pas d'idée. Mais enferme-toi 1 heure tous les jours, lis la presse. Enfin, c'est rien que ça, tu vas voir que les idées arrivent. Regarde autour de toi, regarde comment les manques, les trucs qui te gênent dans la vie. Tu sais, c'est Céline Lazorte de Litchi, elle dit toujours moi j'ai lancé Litchi parce qu'on était là en train d'essayer de collecter de l'argent et puis on n'a pas réussi. Alors je me suis dit tiens, si je faisais un site. Et voilà, et quelques années après, elle vend 50 millions d'euros. Enfin, tu vois, ça part d'un besoin. C'est comment tu regardes. Donc ça demande juste change ton regard. Comment est-ce que tu aiguises ton regard pour identifier autre chose et notamment des besoins mal adressés. Oui, c'est ça, parce que toi, tu pars vraiment d'un sujet qui est le besoin consommateur avec une vision ou une conviction qui est qu'il faut rassurer sur le e-commerce. Et que pour rassurer sur le e-commerce, il faut donner quelque chose aux gens qui correspondent à ce dont ils ont besoin, envie. Bien sûr. Et qui leur permettent d'agir. Bien sûr, et ce qui n'était d'ailleurs pas une bonne idée. Je le sais a posteriori, même si j'ai vendu cette société 6 ans après à mon concurrent. J'avais sous-estimé. Souvent, en fait, tu sais, les erreurs, c'est que tu as mal analysé quelque chose. Donc, il y a un paramètre que tu n'as pas pris en compte. Et c'était lequel ? C'était qu'en France, on ne parle pas d'argent si facilement qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que dire à quelqu'un, c'est génial, tu vas acheter en ligne et gagner de l'argent, c'est louche, c'est bizarre. Ouais, il y a suspicion. C'est suspicieux. Ouais. Et donc, puis tu l'appelles cash store, cashback, j'aurais dû trouver. J'ai vu d'ailleurs récemment une appli qui faisait du cashback sans le dire, et j'ai trouvé que la façon de l'exprimer était tellement plus rassurante. Tu vois, c'est cashback, c'est le film de Robert De Niro. Enfin, tu vois, t'as peur, tu te dis c'est pas crédible. Mais c'est pas grave, j'ai appris en le faisant. Tu vois, j'ai appris en le faisant. Mais j'aurais mieux dû travailler le nom, le concept, utiliser les mots des utilisateurs pour pas leur faire peur. Mais l'idée de te donner de l'argent quand tu achètes, oui, c'était une idée qui me parlait bien, puisque j'ai développé, on avait 1 demi-million d'utilisateurs qu'on a acquis sans faire de pub. Tu vois, c'était quand même un extraordinaire exploit. J'avais un coût d'acquisition proche de 0. On en rêverait. Et c'est là que je me suis découverte la reine des RP, parce que j'avais compris que c'était un bon moyen de générer des nouveaux clients sans les payer. Ouais. Et puis aussi d'attirer des talents. Parce que quand tu as une toute petite boîte, t'es cash store, personne ne te connaît, c'est difficile de t'entourer des meilleurs. Et j'avais découvert que en faisant une chronique sur BFM, parce qu'on m'avait proposé et j'avais trouvé ça chouette, ça me permettait d'être visible, et que cette visibilité-là, elle attirait des talents. La visibilité est sans doute une forme de capacité d'inspiration, de manière de raconter l'histoire, non ? Je sais pas. En tout cas, je sais que je m'amuse bien, quoi. Je pense que c'est communicatif, tu sais. Je sais pas si c'est de l'inspiration. Qu'est-ce qu'ils te disent à ce moment-là ? Les gens, toi, tu as ta petite start-up, tu as ta chronique, tu reçois un mail. Ils te disaient quoi à ce moment-là c'est sympa, les raisons parce que j'arrêtais pas de dire. D'ailleurs, je recrute un responsable marketing. Si vous voulez faire, je faisais un peu la rabatteuse, mais il faut pas avoir peur de le faire. C'est pas grave. Moi, c'était vital pour moi d'avoir une bonne équipe, comme toute boîte qui marche. Et tu sais pourquoi ils t'ont rejoint ?
pour toi ou pour le projet? J'ai de la chance, j'ai du bol, il en faut, tu sais. Mais et puis après, c'est toujours la même chose. Je sais pas, les gens avec qui tu as travaillé, qu'est-ce qui t'a plu chez eux? C'est à la fois un mélange de tempérament, d'expertise, de capacité à apprendre. Puis surtout, la vie est courte, il faut passer un bon moment, tu vois. Donc, j'ai réussi à m'entourer de gens tellement chouettes. Chaque personne qui a travaillé avec moi, je m'en souviens. Et ma fierté, c'est que beaucoup ont créé des boîtes, beaucoup. Je suis moins fière de ça, mais beaucoup ont été happés par Google après, tu vois. Et, mais c'était fondateur. Oui, tu as essaimé, tu revends Cash Store, et là, tu crées Malinéa. Une agence, en fait, que j'avais créée un peu en parallèle, parce que je me rendais compte que mon bar tabac qui faisait Réveillon, la réalité était assez éloignée de mon tableau Excel, tu vois, et que la croissance du chiffre d'affaires se faisait beaucoup plus lentement. Étant donné que j'avais une croissance organique, j'aurais dû faire une levée de 50 millions et faire de la pub partout. Mais bon, à l'époque, je ne savais pas que c'était possible. Et donc, je me suis dit, mais purée, mais pourquoi je crois pas plus vite? Pourquoi mes revenus grandissent pas plus vite? Et en fait, je me suis dit, c'est mon modèle économique qui est bancal. C'est que j'envoie beaucoup de trafic sur les sites e-commerce partenaires, mais je ne suis rémunérée que quand ces visiteurs se transforment en acheteurs. Or, la conversion sur un site e-commerce, à l'époque, c'était 0,5%. Donc, je me suis dit, tiens, mais si je les aidais à améliorer leur conversion, eh ben, je gagnerais plus d'argent. Et je me suis allée me rouler par terre auprès mon premier client, Florent, d'ailleurs, à qui je suis toujours très reconnaissante et à qui j'ai vendu une mission. En fait, je lui ai dit, je vais t'augmenter ton taux de conversion. J'ai une super méthodologie, tu vas voir. Je l'ai inventée en la faisant, en fait. Et puis, ça a marché. Et il m'a recommandé à une personne, 2, 3, etc. Et j'ai commencé à avoir des clients pour améliorer le taux de conversion des sites e-commerce. Et c'était une source de revenus supplémentaire et ça a amélioré mon business sur Cash Store. Donc, là, d'une certaine manière, tu crées quasiment la première agence conseil en matière de e-commerce. Au début, c'était sur l'augmentation des taux de conversion. Puis c'est effectivement devenu de fil en aiguille. Je me suis rendu compte que la raison pour laquelle ça convertissait pas, c'était pas simplement parce que le parcours client était méandreux, mais c'était aussi parce que la proposition de valeur était pas assez forte ou parce que, tu vois, il n'y avait pas de cohérence sur la marque. Donc j'ai fait évoluer mon offre jusqu'à fabriquer des sites. Oui, d'accord. Et donc, comment tu arrives à vendre à vente privée Malinéa? En fait, parce que d'abord, on se connaît, on est dans le même écosystème, on partage du temps ensemble et petit à petit, germe probablement chez eux l'idée selon laquelle, quand tu fais des flash sales, enfin des ventes, c'est auprès des marques, ils avaient 1200 marques partenaires, c'est 2 jours par an. Et donc, tu as 363 jours où il faut faire des choses sur leur site e-commerce. Et ils se sont dit, on va faire vente privée conseil. Et on va prendre Catherine parce qu'elle a du souffle, de l'élan, parce que c'est une bonne façon pour nous d'avoir une activité qui vienne compléter mes tout petits par rapport aux géants vente privée. Donc, c'est parce que c'était complémentaire. Donc, à nouveau, on vient chercher ton énergie, ton expertise aussi, mais ton énergie, ta capacité à convaincre. OK. Et ça dure combien de temps Alors c'est difficile parce que c'est pas un de mes meilleurs souvenirs parce que c'est là que je me suis découverte que j'étais pas faite pour être chez quelqu'un d'autre que chez moi. Profondément, c'est pas que je rejette l'autorité mais je préfère que c'est mon aventure. Je suis profondément autonome. On doit toujours des comptes aux gens auprès de qui on s'engage, et donc en premier lieu tes clients, mais être dans une entreprise avec des règles que j'avais pas définies, des valeurs qui n'étaient pas forcément les miennes, et puis ça c'était pas moi, j'étais malheureuse. Et donc, voyant que je dépérissais à vue d'œil, même ma mère m'envoyait des SMS tous les matins, ma fille me prenait dans les bras, elle me disait « Maman, ça va aller ?» Je disais « Mais qu'est-ce que vous avez tous ?» Ça va. En fait, ça n'allait pas du tout. Et c'est là que mon mari, qui est formidable, bien sûr, mon astre, il a dit « Viens, on va partir 2 mois aux États-Unis. On va se faire un voyage. Ça va te faire un bien fou. On déconnecte, tu verras. » Ah oui, vous faites un petit break. En fait, on fait 2 mois et juillet-août, on part en vacances, quoi. Et puis c'est là que je me dis, mais c'est génial ce pays, il faut qu'on aille habiter là. Oui, parce que tu n'avais pas de
n'avais pas de connexion américaine. J'avais fait mon avant. stage de fin d'études à New t'avais fait ton York. stage, ouais. Et puis surtout, j'avais aussi été invitée à un truc complètement dingue. Ça devait être en 2013 par l'administration Obama, qui avait fait un voyage de 50 entrepreneurs du monde entier et sur le thème entrepreneuriat et innovation. Et pour la France, c'était tombé sur moi. Je ne sais pas comment c'était arrivé à moi. Et j'étais comme ça partie pendant 6 semaines faire le tour des États-Unis, rencontrer des entrepreneurs, le fondateur de Nike, enfin celui qui est encore vivant. Et ça m'avait beaucoup donné envie. Tu vois, j'avais découvert les États-Unis à ce moment-là. Et après, il y a eu le voyage en famille. Et là, le voyage, c'est juste American Way of Life. C'est ça. Sauf que, tu vois, c'est toujours la même histoire. Moi, en même temps que j'y vais pour découvrir, pour partager, pour faire un break, pour prendre du recul, je me rends compte quand même que dans les magasins, ça se passe pas pareil. Tu vois, c'est toujours la même curiosité, en fait. Donc, je prends plein de photos. Ah, tiens, regarde, quand tu es en caisse... Toi, tu fais pas que du shopping quand tu es dans un magasin. Tu étudies le magasin. Non, mais c'est dingue. En fait, je suis un robot. Je te processe en ce moment-là pendant qu'on parle. C'est ça. Tu vois, et je me dis, tiens, c'est marrant, la façon dont il me donne un ticket... Enfin, il me donne pas de ticket de caisse. Il m'envoie un mail avec une offre pour me relancer. Oh, il y a de la digitalisation un peu plus poussée. Enfin, j'observe tout un tas de choses qui n'existaient pas en France. Et donc, je prends des tonnes de photos et au retour, en septembre, je me mets au boulot et quelques mois après, je sors « Le magasin n'est pas mort », un bouquin que j'écris qui raconte en fait la transformation numérique du retail. Et je me dis, voilà comment, ce que j'ai vu aux États-Unis, il me semble que c'est assez inspirant pour les acteurs du physique qui sont en train d'essayer de vivre sur leurs deux jambes online et offline et voilà des exemples inspirants. Et ce bouquin, tu le trouves toujours en ligne et à part les exemples qui sont datés, j'ai l'impression que c'est toujours valable ce qu'il y a dedans. C'est chouette. Oui, on cherche toujours quand même. Bien encore. sûr. Ouais. La technologie a évolué, le contexte aussi, mais il y a eu... le Covid a été un prodigieux accélérateur tendanciel, donc on va encore plus résolument vers l'e-commerce, mais c'est génial de voir que ça marchait. Il y a peut-être le tome 2 à écrire sur comment est-ce qu'on fait pour faire revenir les gens dans les magasins. Alors là, je pense que je les inciterais plutôt à faire vivre des expériences chez eux, dans les apparts, dans les maisons, et puis à blinder leur proposition sur le digital, parce que dans l'incertitude d'aujourd'hui, je ne miserais pas beaucoup sur le physique. Non. Et alors là, donc tu sors ton livre. Oui. Et donc là, je m'improvise conférencière. Ah oui, alors je quitte entre-temps vente privée parce que la décision, c'était faut plus y aller. Ils ne sont pas contents de moi parce que j'ai plus aucune idée. Je ne me lavais plus les joues. Donc ta fille et ta mère ont eu raison. Elles ont eu raison. Mon mari aussi. Tout le monde me dit, allez, hop, il faut que tu retrouves ton énergie parce que là, on t'a perdu. Et donc, j'écris ce bouquin et il se trouve avec la FEVAD, Fédération des entreprises de vente à distance, qui est un peu ma famille, du coup aussi, c'est l'univers e-commerce, avec une banque qui me finance, parce que moi, tout ce que je fais, j'essaie de trouver aussi moyen de le financer. C'est ça. C'est un écosystème. C'est important. Je suis indépendante, en fait. C'est pour ça. Donc, quand tu es indépendant, il faut toujours penser à ça. Tu vois, il faut sans cesse... C'est la difficulté de ce statut. C'est comment est-ce que tu es sans cesse en train d'aller chercher des nouveaux clients, quoi. Oui, donc garantir ton indépendance, puisque ton projet de vie, c'est d'être indépendante. Comme j'avais plus de... j'avais plus de revenus salariés, même si j'en avais pas spécialement besoin, je me dis, OK, donc, ce bouquin sort et là, on me demande, mais venez nous le dire, madame, qu'il n'est pas mort, ce magasin. Et donc là, les CCI, les entreprises, de grandes et petites, de Carrefour à Chanel, en passant par Decathlon, qui m'invitent à parler dans leur réunion annuelle pour raconter un peu mon bouquin. Et puis, je me découvre que j'aime bien être sur scène, en fait. J'aime bien ça. Et qu'il se passe quelque chose. Au-delà de ce que je dis, que probablement n'importe qui pourrait dire. Et donc, ça dure pendant 1 an ou 2, je fais plein de conférences. Je fais 3 conférences par semaine. En pleine transmission. En pleine transmission sur la transformation numérique. Et je le fais encore aujourd'hui, tu vois. J'en fais moins, mais je continue parce que j'aime ça. Et je crois que il y a quelque chose qui fonctionne. Après, l'étincelle, c'est bien. Après, c'est l'exécution qui compte, évidemment. Mais donc, je fais ça. Et puis, et à ce moment-là...
c'est comme un spectacle, tu vois, il faut quand même un peu l'alimenter, j'avais un peu épuisé Lady Gaga des CCI, c'était moi, mais j'avais fait toutes les CCI de France et je me suis dit, tiens, si j'allais aux États-Unis pour aller puiser du souffle, pour aller voir s'il n'y a pas des nouvelles idées. Mais juste en voyage, là Ah bah non, là je prends tout le monde avec moi mon mari, et... lui, il avait vendu ses parts dans sa boîte et donc il était libre. Notre fille était en 6e. On se dit, les amis, on a une toute petite squad. J'ai une super idée. On part vivre aux États-Unis, à New York. Oh non, et nous. Bon, ouais. Ce que femme veut. Et finalement, on est parti. On est parti 5 ans. Et on revient juste aujourd'hui. Expérience américaine, en quelques mots, c'est quoi ? Alors, c'est extraordinaire de partir de chez soi, de voir autre chose, d'autres cultures. Enfin, pour ceux d'entre nous qui l'ont vécu, ça fait du bien. Ça remet les idées en place. Tu te souviens que tu n'es jamais arrivé nulle part dans la vie, qu'il faut toujours te remettre en question, apprendre, regarder. Et parce que la personne t'attend. Ah mais personne. En plus, j'y allais, je te dis, j'allais voir ce qui se passait du côté du retail, s'il y avait des bonnes idées à prendre pour les partager pour mon nouveau spectacle en conférence en France. Et puis, j'allais aussi regarder un peu ce qui se passait du côté de la diversité. On en parlera peut-être. Ouais. Et donc, j'y vais, mais un peu comme ça, on s'installe, etc. Et donc, extraordinaire d'aller voir autre chose. J'ai fait des rencontres que je n'aurais jamais faites, jusqu'à Serena Williams. Enfin, j'ai vu des gens qui... j'ai découvert aussi qu'on avait beaucoup de fantasmes sur les États-Unis et j'ai gagné en expérience que j'ai perdu en illusion. C'est pas très innovant, en fait, l'Amérique aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 10 ans, je te dirais pas la même chose, mais en termes, tu vois, sur le sujet retail, si on reste sur le pro... tout ce qui est expérience client, omnicanal, logistique, c'est la préhistoire en fait. Ah oui. C'est pas du tout innovant. Donc j'ai pas appris. J'ai fait des conférences pour les boîtes américaines. Du coup, j'ai retourné le truc parce que j'avais créé un observatoire sur l'innovation retail. Donc j'allais voir à la NRF. Il y a d'autres événements qui se sont construits autour, enfin qui existent depuis longtemps, qui rassemblent tous les acteurs du retail, de l'e-commerce, pour voir le futur du commerce. Mais donc j'ai appris donc, toi, moins de choses que je Française, pensais. arrivant à New York, qui connaît personne, tu leur expliques le commerce. Ouais, alors, tu vois, avec beaucoup d'humilité, hein, parce Bien que sûr. je ne suis pas une donneuse de leçons, mais je me rends compte qu'il y a des choses qui me paraissaient évidentes. Et pourtant, tu vois, il m'avait inspiré, parce que ce bouquin, je ne l'aurais jamais écrit, Le magasin n'est pas mort, sans ce que j'avais vu en magasin. En revanche, j'ai commencé à aller voir les grandes entreprises de retail, les dirigeants, les gens de l'innovation, les DRH. Puis je me suis dit, mais on est tellement en avance en France, en fait, et on ne le sait pas. En revanche, j'ai découvert un écosystème de start-up évidemment beaucoup plus important en volume, beaucoup plus soutenu financièrement par des fonds, tu vois, depuis le tout début, le seed, comme on dit, jusqu'à des avancées de très grosses levées. Et à l'époque, aujourd'hui, on est en train de combler l'écart. Hein, quand tu vois les levées de Miracle ou d'Insect à plus de 300 millions, on n'a plus du tout à rougir. Mais à l'époque, il y a 5 ans, on était tout petit. Et j'ai découvert cette audace américaine de le gars qui te dit, moi, je vais faire le concurrent de Coca-Cola, il a 25 ans, il te dit ça sans ciller. Et je me suis dit, on a beaucoup à apprendre quant à la capacité de conviction. Mais donc, tu vois, étonnamment, ce pays n'est pas aussi entrepreneurial, aussi innovant que je le pensais. Mais en revanche, moi, j'ai grandi, j'ai fait des pas de géant en 5 ans. Alors, c'est là où tu commences à être beaucoup plus active sur tous les sujets de diversité. Et ça, oui. j'aimerais bien qu'on passe un beau sujet, petit moment là-dessus. Je l'étais déjà avant, puisque j'avais cofondé un événement dont je ne dirai pas le nom parce que je n'ai pas beaucoup d'estime pour la personne avec qui je l'ai fait. Mais j'étais déjà assez impliquée sur les femmes. J'étais impliquée sur les femmes leaders, les femmes entrepreneurs, les femmes dans la tech. Tu vois, parce que je ne suis pas la passionnariat du féminisme, mais en revanche, on m'avait toujours dit « Oh, Madame Barba, vous êtes une des pionnières à avoir fait des choses. » Et petit à petit, je me suis dit « Tiens, j'ai peut-être une responsabilité, en fait. » Moi, je me réalise dans ce que je fais. J'y trouve beaucoup de plaisir et puis je me construis. Donc, peut-être que s'il y a des femmes qui doutent de leur capacité à faire, eh ben, je pourrais leur montrer ou en tout cas essayer de leur donner envie et de leur dire toi aussi tu peux le faire. C'est facile en fait, c'est plus facile que tu me crois.
Et donc, j'ai commencé à faire des choses sur les femmes. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait. Comme tu dis, ils ne m'avaient pas attendu. Il y avait des milliers d'événements, de choses sur les femmes. En revanche, c'était que des choses très verticales. Les femmes dans la finance, les femmes dans la tech. Et moi, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de faire quelque chose de plus transverse pour être vraiment un point d'intersection. Et puis l'intersection, ma réflexion est allée. Donc, j'ai commencé par créer le Women in Innovation Forum. Et dès la fin de ce premier forum, je me suis dit, pourquoi je me concentre sur les femmes ? En réalité, je suis en train de créer l'effet inverse de ce que je veux faire. Moi, je veux être un élément de lien social, tu vois, de collaboration, et pas du tout quelque chose qui soit dans la ségrégation. Or, quand tu fais des choses de femmes, par les femmes, pour les femmes, eh ben, tu es dans la ségrégation. C'est us versus you. Et donc, je me suis dit, je vais changer le nom. C'est pas le Women in Innovation Forum, c'est le WIN Forum. Et c'est un truc qui parle de diversité et pas de femmes. Tu vois, c'est drôle, mais là encore, c'est juste en observant. Je me suis rendu compte que je me trompais de combat, en fait. Et qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on est vraiment sur un repli identitaire, mais pas simplement sur l'histoire homme-femme. Tu regardes à l'échelle des nations, à l'échelle des entreprises. Chacun, parce qu'on a peur, dans un monde de peur, et chacun se replie pour se rassembler avec les gens qui sont comme eux, qui les rassurent, où on se sent en sécurité. C'est Maslow, hein, c'est ça, c'est vraiment la pyramide de Maslow, le bas. Et ce que ça provoque, en réalité, c'est que on perd la cohésion sociale. J'ai essayé de me dire comment est-ce que je fais tenir ensemble cette revendication nécessaire de diversité, qui est une bonne chose, hein, parce que ça te rend plus fort. Tu vois, il y a des femmes, tu te fais des réunions de femmes et elles se disent, j'ai la parole libérée. Mais comment tu fais tenir ? L'enjeu, c'est pas ça. C'est pas d'être avec des gens qui nous ressemblent. L'enjeu, c'est d'arriver à avoir un sentiment d'appartenance. Qu'est-ce qui nous lie ? Tu vois, moi, quand je rencontre quelqu'un comme toi, on se connaît pas, je me dis toujours, qu'est-ce qui nous lie ? Et je me rends compte qu'on est we are much more alike than different. Oh. Oui, ça a toujours l'air plus intelligent en anglais. Mais tu vois, et comment est-ce qu'on recrée ? Et ça, et les architectures traditionnelles de lien social, elles sont complètement déstructurées aujourd'hui. Et je pense donc voilà. Et ce lien justement. Tu envisages de le recréer comment ? Parce qu'en plus de ça, entre il y a 6 mois et maintenant, le job, il est tellement plus compliqué. Comment tu envisages déjà, là, recréer ? à l'époque, pendant les 5 ans, les 4 ans, parce que la première année, c'était les femmes, et les 4 ans suivantes, je l'ai fait sur la diversité et l'inclusion. C'est déjà essayer qu'il y ait autant d'hommes que de femmes qui participent à mes événements. Il y avait 1000 personnes à la Parsons New School de New York, un endroit que j'adore. Il y a c'est faire en sorte et puis qu'il y ait de la diversité aussi aux États-Unis, enfin tu vois, de race, de couleur, de background, des gens qui sont dans le handicap. En fait, dépasser simplement cette question de genre pour aller plus loin et faire réfléchir les gens sur belonging. Qu'est-ce qui nous fait appartenir ? C'est ça, en fait, de réfléchir à une vraie diversité. Ouais. C'est pas qu'est-ce qui fait ma différence. C'est 2 choses, en fait. C'est comment je transforme ma différence en un avantage. Tu vois, je suis une femme de couleur, je suis une femme des quartiers prioritaires. Ok, ça va être plus dur, mais je peux y arriver. Donc, je crois et je me construis cette confiance en moi pour essayer de le transformer en avantage. Mais l'autre chose, c'est comment je suis un agent qui fédère. Tu vois, je suis un connecteur, une connectrice. C'est tellement important. Et ça, c'est quelque chose qui m'obsède aujourd'hui. Donc, je cherche à rapprocher les gens en leur faisant prendre conscience de leur proximité. Et l'innovation là-dedans, elle te sert à quoi ? En fait, ma conviction, c'est que c'est la diversité qui est le premier moteur de l'innovation. Mais c'est du bon sens, en fait. Quand tu n'es qu'avec des gens qui te ressemblent, il y a quand même assez peu de chances que tu sois représentatif de ce qui est le monde, donc des gens à qui tu adresses tes produits. Et puis surtout, tu es dans un entre-soi qui est absolument pas propice à sortir à faire un pas de côté, à changer de perspective, à se remettre en question.
Tu vois, donc cette façon de s'entourer de gens différents qui vont apporter d'autres perspectives à ta façon de voir, de penser, mais évidemment, c'est ça qui fait innover. L'innovation, c'est faire autrement, en vue du mieux. Tu vois, donc pour moi, mon credo, c'est la diversité powers innovation. Et donc si tu veux innover, et aujourd'hui, on n'a pas le choix, et c'est une bonne chose, on doit tous se remettre en cause, changer sa façon de travailler, de vivre, de consommer. Pour faire autrement, on ne peut pas ne pas le faire autrement qu'en s'entourant de gens différents. Donc la diversité, c'est un moteur d'innovation. Et tes arguments les plus puissants pour convaincre les gens de ça, c'est quoi ? En fait, la meilleure chose à faire pour convaincre, ça dépend avec qui tu parles, mais c'est les chiffres. Aujourd'hui, il faut regarder les métriques. Tu as énormément de chiffres issus de cabinets ancestraux qui disent qu'il faut une corrélation entre une entreprise plus diverse et 3 facteurs majeurs qui sont la performance, la capacité à attirer des talents et la capacité à innover. Donc, dès lors que tu peux concrètement établir que, en accroissant ta diversité, donc en ayant des managers différents, hommes, femmes, mais aussi de backgrounds différents, de cultures différentes, étrangers, des gens des quartiers, etc., ça te rend plus apte. Enfin, ça augmente ton efficacité, ça augmente ta capacité à attirer les talents, pas les deuxièmes couteaux qui veulent tous aller bosser chez Google ou créer leur boîte. Et puis, ça te rend plus apte à inventer le monde dans lequel tu as envie de vivre demain, et pour tes clients et pour toi. Alors, le monde dans lequel tu as envie, puisque ça fait un mois que que vous êtes rentré sur Paris, ton monde de demain, ça va être quoi, là ? Tu as des projets? Oui, bien sûr. J'imagine. En fait, c'est ça. Je suis une machine. Non, mais j'ai une énergie qui est telle. C'est un don. Hein, j'ai rien fait pour, mais je me dis, ça doit toujours être en vue de quelque chose. Je l'ai pas reçu comme ça gratuitement, donc c'est probablement pour faire, pour transmettre, pour. Donc je suis rentrée depuis un mois en effet, et je trouve que la France est moins morose que ce à quoi je m'attendais. Je m'émerveille de tout. Non, mais tu vois, je trouve que il y a une belle énergie. J'étais à Station F la semaine dernière. Purée, il y avait plein de projets qui étaient sous le manteau. Je reçois des tonnes de decks de jeunes entrepreneurs, des jeunes étudiants avec qui on va pouvoir échanger. Enfin, je sens qu'il y a évidemment, hein, je suis absolument lucide sur les enjeux et la difficulté, enfin la récession qui nous attend. Mais je sens qu'il y a cette envie. La crise a peut-être généré une capacité, une confiance en sa propre capacité à faire des choses. Et cette envie, tu vois, le nombre de personnes que j'ai croisées qui disent maintenant je veux du sens dans ma vie, je veux du sens dans mon boulot. Mais c'est quoi le sens ? C'est de la signification et c'est une direction. Et je me dis, moi, c'est quoi ma direction et ma signification ? J'ai envie de... je suis très en amont de mon projet. J'espère que je t'en parlerai plus tard et quand il aura abouti. Mais j'ai envie de recréer du lien social et j'ai envie, d'une manière ou d'une autre, à résoudre ce problème de chômage massif qui va arriver, on le sait, hein, et notamment dans les grandes entreprises. Donc, j'ai envie de contribuer, de mettre mon énergie, ma connaissance du digital, de l'innovation, mon audace, pour essayer modestement, à ma mesure, d'être une réponse au chômage en France. Voilà. Comme ça, je rentre pour une raison qui est utile. C'est une très très belle raison. Alors, juste une dernière question à quelqu'un qui, dans cette période de forte incertitude, se dit je ne sais pas si je vais pouvoir créer mon entreprise, je ne sais pas si ça ne va pas être difficile. Qu'est-ce que tu lui dirais pour le motiver, pour le convaincre? Déjà, créer son entreprise, ce n'est pas une nécessité. Tu vois, tu n'es pas obligé de créer ton entreprise. Si tu le fais, il ne faut pas le faire pour les mauvaises raisons. Il ne faut pas le faire parce que tu te dis c'est pas du tout mon truc, mais comme je ne trouverai jamais de boulot, de toute façon, je n'ai pas le choix. Alors, tu es sûr que ça va être encore moins facile. C'est plutôt te dire, si jamais c'est une option, tu vois, tu te dis peut-être que je peux la créer, mais je ne me sens pas très capable. Moi, je conseillerais de travailler quand même 3 sujets, surtout si tu n'as jamais été entrepreneur. Hein. C'est gestion. Un entrepreneur, c'est un gestionnaire quand même. Il faut quand même des basiques, des notions, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, la trésorerie, le cash burn. Enfin voilà, il faut muscler cette partie-là.
La deuxième partie qui est peut-être la plus importante, c'est il faut être un bon vendeur. Si tu ne sais pas vendre, ça va être compliqué. Tu peux être passionné, je sais pas, j'adore les fleurs, j'adore l'art, je suis hyper fort dans mon sujet. Par contre, alors chercher les clients, c'est pas mon truc. Ah bah alors ça va pas être possible parce que justement, quand tu es indépendant, tu comptes sur tes propres forces. Et donc il faut être un bon vendeur. Donc comment est-ce que tu peux, si tu l'es pas, entoure-toi de quelqu'un qui vendrait du sable à un bédouin et c'est indispensable. Et le troisième, c'est quand même tout ce qui est numérique. Il faut que tu aies des basiques. Ton activité, elle sera à 80%. Enfin, il y a des chances pour que tes revenus, tu les tires beaucoup du digital. Est-ce que tu sais faire un site? Est-ce que tu sais communiquer sur les réseaux sociaux? C'est quoi l'acquisition? Enfin, il y a des basiques, hein, c'est pas très... Mais si tu as ces trois choses-là, après, il ne te reste plus qu'à trouver la bonne personne pour le faire. Et puis, il faut que tu répondes à un vrai besoin qui est mal adressé ou pas adressé. Et puis, je me demande toujours quand quelqu'un vient me voir avec un dossier, pourquoi c'est toi? Tu vois, qu'est-ce qui a fait dans ton histoire ou que c'est toi la bonne personne pour résoudre ce problème? Et puis, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Et ça, à part être authentique, il n'y a pas d'autre réponse que celle-là. L'authenticité, bien sûr, mais c'est surtout avoir passé du temps, des heures, des jours, des semaines, des mois à analyser ton marché et être très lucide. Il faut être d'une lucidité inouïe, tu vois, et puis avoir beaucoup de courage. Ouais. Bon, écoute, Catherine, merci beaucoup. Merci. Je pense, très, très inspirant pour tous ceux qui aujourd'hui se posent des questions de savoir comment réagir dans cette période très difficile où le paradigme est en train de changer. On a parlé d'écoute du consommateur, on a parlé de besoins, on a parlé de diversité, on a parlé de travailler ensemble, on a parlé des autres. On a... J'ai rien oublié là? Non, dans tes facteurs d'inspiration. Je sais pas, je voulais... Je voulais finir sur un mot, n'ayez pas peur, ta fille qui se prend pour Jean-Paul II. Non, mais s'il y a vraiment une chose, il y a 1000 raisons d'avoir peur. Tu vois, le monde est moche, l'avenir semble un peu gris, mais regarde, va descendre dans ton intériorité, il y a des trésors en toi. Il y a des trésors d'énergie, il y a des trésors d'envie. Et tu vois, révèle-les parce que quand tu vas attirer à toi les personnes qui vont te faire aller vers ta bonne route. Essaye de ne pas avoir peur. De toute façon, la peur n'évite pas le danger. Donc, tu verras bien quand le danger sera là. Mais n'aie pas peur parce que et entoure-toi de gens qui te tricotent cette confiance en toi. Si tu es entouré de gens toxiques ou pas sympas, coupe. T'en as pas besoin. Bon, c'est ton mari ou ta femme, c'est pas pratique, mais faut changer. Mais l'avenir, il sera beau si on le veut. Catherine, merci beaucoup. Donc tu reviens, on prend date, tu reviens dès que ton projet est abouti, mais j'ai l'impression qu'en creux, on a un petit peu entendu des choses qui pourraient nous laisser accroire ce que sera ton projet. Alors, bon, si ce podcast vous a plu, que vous voulez écouter d'autres histoires de changers comme celle de Catherine, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une pluie d'étoiles sur iTunes. Abonnez-vous, mettez des étoiles, c'est génial. Parce que c'est encore compliqué pour les gens qui nous disent mais comment on fait, où on vous trouve, etc. Il suffit de cliquer. Oui, mais sauf que le podcast, il y a encore une grosse pédagogie à faire. Donc on est aussi sur Deezer, sur Spotify et sur Google Podcast. Et rendez-vous au prochain épisode. Merci Catherine. Merci à toi.